Dans le quartier animé du Marais, au cœur battant de Paris, une brume légère s'élevait au-dessus des pavés luisants, tandis que les premières lumières des bureaux s'allumaient. C'était un matin ordinaire pour tous, sauf pour Élodie Moreau. Vêtue d'un manteau beige simple, de chaussures plates bien entretenues mais sans éclat, et portant un sac en toile un peu usé, elle franchit pour la première fois les portes vitrées de Linière & Rochard, une prestigieuse agence de design d'intérieur réputée pour ses contrats internationaux et ses clients fortunés. Elle se présenta à l'accueil, où le vigile lui lança un sourire aimable. Un homme robuste d'une 50aine d'années nommé Bernard, dont le regard vif démentait la monotonie apparente de son poste. « Vous êtes la nouvelle assistante d'appui, c'est ça ?» demanda-t-il avec un ton sincèrement accueillant. Élodie acquiesça d'un hochement de tête modeste. Il lui remit un badge provisoire et l'invita à suivre le couloir principal jusqu'au bureau des ressources humaines. En traversant l'open space principal, elle sentit les regards glisser sur elle sans s'arrêter. Les discussions s'interrompaient à peine. Quelques têtes se relevaient, jugeant silencieusement sa tenue sans marque apparente, son chignon fait sans fioriture, son visage sans maquillage. À leurs yeux, elle était une remplaçante de passage, une de ces présences anonymes chargées de faire le café, d'imprimer des dossiers, de ranger les salles de réunion. Rien de plus. Dans le bureau RH, on lui remit un planning sommaire, aide logistique, soutien aux équipes, gestion des fournitures et, ponctuellement, assistance aux réunions. Le tout enveloppé d'un ton poli mais expéditif. Elle ne reçut ni présentation officielle à l'équipe, ni mot de bienvenue particulier. Sa journée commença aussitôt. Elle organisa un petit espace de rangement près de la cuisine, vérifia les stocks de capsules de café, rangea les dossiers oubliés dans une salle de brainstorming. À plusieurs reprises, des employés passèrent à côté d'elle sans la saluer, parfois même la frôlant sans un mot d'excuse. Une cadre en tailleur impeccable lui demanda sèchement de nettoyer une tache sur un fauteuil de la salle d'attente sans la regarder dans les yeux. Seule une personne, outre Bernard, sembla réellement la voir, une jeune stagiaire prénommée Inès. Curieuse, pétillante, elle s'arrêta pour lui dire bonjour avec un sourire sincère. « Tu es nouvelle ici ? Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me demander. Les premiers jours peuvent être un peu froids. » Élodie répondit d'un merci discret, touchée par cette rare bienveillance. À midi, tandis que la majorité de l'équipe se dirigeait vers les restaurants avoisinants ou déjeunait dans l'espace commun, Élodie resta seule, assise sur un banc près du couloir des archives. Elle sortit de son sac une boîte repas soigneusement préparée. Elle mangeait lentement, observant les dynamiques humaines autour d'elle, les éclats de rire forcés, les messes basses autour de la machine à café, les regards appuyés entre certains collègues. Une micro-société fermée, où les apparences semblaient primer sur l'essentiel. En début d'après-midi, elle reçut la consigne d'assister à une réunion d'équipe pour aider à installer les présentations et servir des boissons. Elle entra dans la salle à pas feutrés, s'activant avec efficacité. Personne ne lui adressa la parole, sauf pour lui tendre des gobelets vides ou lui demander sans un regard de remplir les carafes. Les rires et les conversations volaient au-dessus de sa tête comme si elle n'existait pas. Plus tard, en passant devant la salle des créatifs, elle entendit un homme murmurer à un collègue « C'est la nouvelle ? On dirait qu'ils ont trouvé ça sur un quai de gare. » Et tous deux rirent doucement. Elle ne montra aucune réaction, poursuivit son chemin avec calme, prenant note de chaque mot, chaque regard évité, chaque comportement teinté de mépris. En fin de journée, elle salua Bernard en sortant. « Première journée terminée. Pas trop rude ?» demanda-t-il avec compassion. Elle répondit simplement « Non, ça ira. À demain. » Et elle s'éloigna dans la nuit tombante, marchant lentement, comme pour imprimer dans sa mémoire les visages, les voix, les silences. Pour tous les autres, elle resterait la femme invisible de la réception. Mais derrière ses yeux doux et son allure effacée, quelque chose veillait, notait, évaluait. Car parfois, les apparences les plus discrètes sont celles qui observent le plus. Le lendemain matin, Paris s'éveillait avec son tumulte habituel, et dans les couloirs glacials de Linière & Rochard, l'indifférence prenait déjà ses marques. Élodie franchit les portes à 8 heures précises, comme la veille, salua Bernard d'un discret mouvement de tête et rejoignit son petit poste d'appoint situé entre l'espace reprographie et l'office, là où personne ne restait jamais plus de quelques secondes. Elle arrangea les gobelets,
ajusta les capsules dans la machine à café, vérifia l'état des salles de réunion sans un mot, consciente que ses gestes passaient inaperçus. Ce matin-là, une réunion importante devait avoir lieu au 2e étage, dans la salle Montmartre. Tous les cadres y étaient convoqués. On lui avait demandé de préparer la salle avant l'arrivée des participants, ce qu'elle fit avec un soin méticuleux. Elle aligna les verres, installa les bouteilles d'eau, plaça les stylos aux couleurs de l'entreprise sur les carnets de notes. Une fois les préparatifs terminés, elle se recula dans un coin discret, tenant un plateau de tasses à la main, prête à servir le café dès que la réunion commencerait. Elle n'était pas censée assister à la réunion, mais personne ne s'opposa à sa présence muette. Il ne la voyait pas ou faisait semblant. Lorsque les directeurs commencèrent à entrer, l'atmosphère se chargea d'un mélange de prétention et de tension contenue. Costumes impeccables, parfums chers, chaussures parfaitement cirées, regards évitant ceux qui n'appartenaient pas à leur cercle. Claire, la responsable de la communication, fut l'une des premières à s'asseoir. Elle lança un regard à Élodie, puis détourna les yeux comme si elle observait un meuble. Mathieu, le directeur artistique, entra ensuite, vêtu d'une veste cintrée hors de prix, le visage marqué par un sourire sarcastique perpétuel. Une fois tous installés, les murmures commencèrent. D'abord bas, presque inaudibles. Puis, comme la certitude qu'Élodie n'était qu'un décor prenait racine, les voix se firent plus assurées, les moqueries plus franches. Ils auraient pu au moins prendre quelqu'un qui ait l'air de connaître le design, dit une jeune chef de projet en fixant ostensiblement la jupe sobre et les chaussures ordinaires d'Élodie. Son voisin hocha la tête avec un rictus amusé. Une autre ajouta « On dirait une remplaçante de lycée. Tu sais, celles qui viennent pour 2 jours et qu'on oublie aussitôt. » Les rires contenus suivirent. Élodie se déplaçait avec soin, remplissant les tasses, notant intérieurement les visages, les mots, les tons. Elle s'approcha de Mathieu pour lui tendre un café, mais il ne prit même pas la peine de la regarder. À la place, il tourna la tête vers Claire et d'une voix assez forte pour que la moitié de la salle entende, lança « Franchement, ils ont engagé une paysanne, on est tout là. Dans un marché rural ?» Un éclat de rire général suivit. Claire ne rit pas, mais sourit en coin, satisfaite que la cible n'ose réagir. Personne ne protesta. Personne ne fit mine de rétablir un semblant de respect. Élodie resta impassible. Sa main ne trembla pas. Elle continua à servir les boissons comme si elle n'avait rien entendu. Pourtant, elle avait entendu chaque syllabe, chaque inflexion, et elle les grava une à une dans un silence redoutable. La réunion se poursuivit, enchaînant des présentations de projets et des discours creux sur la créativité et l'innovation. L'ironie de leurs paroles se perdait dans le contraste de leurs attitudes. Tous parlèrent de vision, d'élégance, de modernité, mais se comportaient comme des adolescents de cours de récréation, riant aux dépens d'une femme qu'ils considéraient trop insignifiante pour mériter leur respect. À un moment, Inès entra discrètement dans la salle pour déposer un dossier. Elle croisa le regard d'Élodie, lui fit un petit signe de tête et repartit rapidement. Elle, au moins, avait gardé cette capacité simple de reconnaître un être humain. Élodie la suivit du regard, consciente que la gentillesse d'Inès ne serait pas sans conséquence dans un lieu où toute initiative d'humanité semblait suspecte. Après plus d'1 heure, la réunion prit fin. Les participants sortirent dans un brouhaha de conversation, certains plaisantant encore sur la nouvelle recrue champêtre, d'autres échangeant des commentaires sur les tenues de leurs collègues. Élodie resta seule dans la salle, ramassant les gobelets vides, nettoyant les taches laissées par des mains négligentes, remettant de l'ordre dans ce capharnaüm passager. Personne ne l'aida. Personne ne lui adressa un mot en partant. Sur le chemin du retour vers son poste, elle croisa Léo, le stagiaire. Il s'arrêta une seconde, visiblement gêné. « Je suis désolé pour tout à l'heure », dit-il doucement. Elle leva les yeux vers lui. Il n'en dit pas plus, mais son regard valait plus que 1000 mots. Elle hocha légèrement la tête, sans répondre. Ce fut suffisant. Léo, mal à l'aise, s'éloigna rapidement, rattrapé par un collègue qui lui lança « Alors, tu discutes avec le personnel de service maintenant ?» Le ton était moqueur, mais surtout préventif. Le message était clair, il fallait rester dans les rangs. L'après-midi s'écoula dans une indifférence renouvelée. Élodie fut sollicitée pour trier des archives dans un sous-sol mal ventilé, tâche qu'elle effectua sans se plaindre. En remontant, elle aperçut Claire qui gloussait avec 2 autres cadres, parlant visiblement d'un dîner de gala auquel elle n'assisterait jamais. À son passage, elles cessèrent de parler, affichant un masque de professionnalisme éphémère.
En quittant les lieux ce soir-là, Élodie s'arrêta un instant devant le grand panneau de Liège à l'entrée. Parmi les annonces anodines, une petite note attira son attention. Elle n'était pas encore destinée à tout le monde, mais elle y était. Linière et Rochard, nouveau partenariat stratégique avec le groupe Moreau. Une information capitale que personne ne semblait prendre au sérieux. Moreau était un nom comme un autre, trop banal pour soulever la moindre question. Et pourtant, tout était déjà en marche. Sans un mot, Élodie sortit du bâtiment. Le vent d'octobre soulevait doucement les pans de son manteau. Son pas était aussi régulier que la veille, son expression toujours douce. Mais derrière ce visage calme, la mémoire d'une journée de plus s'ajoutait aux fondations silencieuses de ce qu'elle construisait. Le troisième jour, Élodie arriva à 7h50, une dizaine de minutes plus tôt que d'habitude. Paris était encore engourdi et l'entrée de Linière and Rochard baignait dans une lumière blanche artificielle, les rideaux de la façade encore fermés. Bernard, fidèle à son poste, lui fit un signe de tête chaleureux. « Toujours ponctuel, vous ?» Elle répondit par un sourire discret. L'accueil était vide, comme souvent à cette heure. Elle posa son manteau dans le petit vestiaire réservé au personnel de soutien et se mit aussitôt au travail. Ce jour-là, la liste de ses tâches avait été gribouillée sur une feuille posée négligemment sur son bureau. Nettoyage de la salle Bastille, réassort des fournitures, préparation d'un plateau pour un petit déjeuner d'équipe et remplacement des plantes fanées dans le couloir du troisième. Elle prit d'abord la direction de la salle Bastille. En entrant, elle découvrit une scène qui n'avait rien d'un oubli accidentel. Une table volontairement couverte de miettes, des tasses à moitié pleines, 2 serviettes sales froissées sur les chaises. Le tout laissé en évidence comme une provocation. Élodie ne fut pas surprise. Elle savait que ce genre de test était typique de ceux qui voulaient affirmer leur supériorité par des jeux mesquins. La responsable de cette scène n'était autre que Claire, dont elle avait surpris la voix la veille disant « Laissons-lui un vrai chantier demain matin, on verra si elle tient encore son petit sourire de femme de ménage modèle. » Élodie retroussa ses manches et entreprit de nettoyer. Chaque geste était précis, calme. Elle ne montrait ni empressement ni irritation. Lorsqu'elle souleva la corbeille à papier, un des coins se déchira, répandant des documents chiffonnés au sol. Elle les ramassa sans un mot, et au moment de replacer la corbeille, elle remarqua que certains papiers n'étaient pas destinés à la poubelle. Des impressions de factures, des notes internes, un tableau de suivi de primes. Elle les replia soigneusement, les mit de côté pour les remettre à qui de droit, sans commenter leur présence dans les déchets. À 9h, alors grand panneau d'affichage de l'entreprise. Il était situé juste à côté de l'ascenseur principal, encadré de bois clair, toujours parsemé d'annonces internes anodines, les horaires de yoga du midi, les résultats d'un concours de design interne, des félicitations pour l'obtention d'un contrat avec un hôtel de luxe à Dubaï. Mais ce matin-là, quelque chose d'inédit figurait dans le coin inférieur droit du panneau. Une feuille A4 au logo discret affichait en lettres sobres « À compter du 1er novembre, Linière et Rochard fait officiellement partie du groupe Moreau. Aucun autre détail, aucune emphase particulière. » Pour ceux qui l'avaient lu, s'ils l'avaient lu, cela semblait n'être qu'une fusion parmi tant d'autres, une opération financière sans conséquences directes. Moreau, un nom courant, tellement banal qu'il glissa sur les esprits sans soulever de questions. La majorité passa devant la feuille comme on contourne une chaise vide, mais Élodie, elle, s'arrêta. Pas pour relire, non. Elle savait exactement ce qu'elle lisait. Elle observa les visages qui passaient à côté de l'annonce sans y prêter attention. Même Claire, en talons hauts et tailleur vert olive, jeta un regard distrait avant de soupirer bruyamment, déjà absorbée par son téléphone. « Encore une histoire de rachat », dit-elle à un collègue. « Tant qu'ils ne touchent pas à mon département, ils peuvent bien changer de nom tous les mois. » Élodie reprit sa route, monta au 3e étage et entra dans la salle des plantes. L'atmosphère y était chargée d'humidité, l'air tiède et saturé d'engrais. Certaines feuilles étaient jaunies, d'autres complètement desséchées. Elle les remplaça avec soin, s'assurant que les nouvelles plantes soient bien positionnées pour capter la lumière. Lorsqu'elle redescendit, elle croisa à nouveau Léo, le stagiaire, qui lui adressa un salut rapide, visiblement gêné mais sincère. « Vous avez vu l'annonce ?» osa-t-il lui demander. Élodie fit mine de ne pas comprendre. Il précisa « Celle sur le groupe Moreau ». Elle se contenta de répondre « Oui, je l'ai vue ». Rien de plus. Il sembla vouloir dire quelque chose,
puis se ravisa. Un peu plus tard dans la matinée, elle fut appelée pour nettoyer le bureau de Claire. Cette dernière l'attendait, bras croisés, un sourire condescendant accroché au visage. « Il y a un petit désordre à régler sur mon bureau. Faites attention, c'est du bois verni. » Élodie acquiesça sans broncher. Sur le bureau, une assiette contenant des restes de viennoiserie, des miettes éparpillées partout, une tasse de café à moitié renversée, plusieurs papiers mélangés avec des échantillons de tissu. Claire s'installa sur une chaise près de la fenêtre, sortit son téléphone et commença à parler fort à une amie. « Tu vois, c'est ça qui est bien ici. On peut tout déléguer. Faut juste leur parler un peu sèchement. Sinon, ils se croient chez eux. » Élodie nettoya en silence, passa un chiffon humide sur le bureau, vida la corbeille, ramassa les miettes une à une. Lorsqu'elle tenta de déplacer un dossier mal posé, Claire intervint brusquement. « Pas ça. Ce sont mes documents personnels. » Puis, après une pause, elle ajouta avec un sourire faux. « Mais ne t'inquiète pas, je ne te gronderai pas. On a tous nos limites, hein ?» Elle rit seule. Élodie la remercia d'un murmure, recula et quitta la pièce. À midi, comme les jours précédents, elle prit son repas seule. Le coin cuisine était animé, mais aucune chaise ne lui fut proposée. Quand elle s'approcha d'une table vide, une assistante dit rapidement « Désolée, cette place est pour Juliette. Elle arrive. » Juliette ne vint jamais. Elle s'assit donc sur une banquette contre le mur près du local technique. De là, elle pouvait voir les allées et venues, entendre les rumeurs. Et ce jour-là, un mot revenait sans cesse dans les discussions à demi-voix. Rachat. Certains disaient que le nouveau groupe allait installer son propre personnel, d'autres que rien ne changerait. Et beaucoup n'avaient même pas lu l'annonce. Le nom Moreau flottait dans l'air comme une bulle de savon, inoffensive et sans conséquence apparente. Dans l'après-midi, elle retourna dans la salle Montmartre pour préparer une nouvelle réunion. En rangeant les chaises, elle tomba sur un carnet de notes oublié. À l'intérieur, des croquis de projet et une annotation validée avec Mathieu avant envoi client, ne pas partager. Elle reposa le carnet à sa place sans y toucher davantage, mais elle avait vu assez. Les délais non respectés, les projets mal suivis, les comportements condescendants. Tout ce qui s'accumulait depuis son arrivée traçait le portrait d'une entreprise rongée par l'arrogance. À 17 heures, alors que la plupart des bureaux se vidaient, Élodie fit un dernier passage dans les étages. Elle s'arrêta de nouveau devant le panneau d'affichage. La note sur le groupe Moreau était toujours là, froissée sur un coin, ignorée de tous. Et pourtant, elle contenait toute la vérité. Lorsqu'elle quitta l'immeuble, le vent s'était levé. Elle traversa la rue sans se presser, jeta un dernier regard vers la façade de verre du siège. À l'intérieur, les lumières restaient allumées dans les bureaux de direction. Des silhouettes passaient encore derrière les vitres. Ils ne savaient rien, ils ne voyaient rien. Pour eux, elle resterait cette silhouette discrète qui nettoie les miettes et évite les regards. Mais le nom était déjà là, gravé, placardé. Et c'était le leur, Moreau. Ils l'avaient lu. Ils avaient choisi de l'ignorer. Et ce choix allait tout changer. Le 4e jour débuta sous un ciel lourd et gris. La lumière de l'automne filtrait à peine à travers les vitres des bureaux de Linière & Rochard, et l'ambiance dans les couloirs était tout aussi morne. Élodie, toujours fidèle à son horaire, franchit les portes de l'entreprise à 8 heures tapantes, salua Bernard d'un hochement de tête respectueux et prit la direction de son poste. Elle avait pris l'habitude de ne rien attendre de ses collègues, si ce n'est des regards indifférents ou des instructions laconiques. Ce matin-là, les directives laissées sur son bureau consistaient à faire un inventaire des fournitures dans la réserve du 3e étage, à remettre en ordre les archives numériques d'un poste informatique secondaire et à préparer la salle Saint-Honoré pour une pause déjeuner informelle de l'équipe de direction. Elle commença par la réserve, où les étagères croulaient sous des classeurs poussiéreux et des boîtes de stylos mal triées. Elle vérifia chaque item, prit note des manques, réorganisa les rayonnages. C'était un travail invisible, méthodique, celui que personne ne voyait mais qui permettait aux autres de fonctionner sans jamais se soucier de la logistique. Ensuite, elle se dirigea vers le poste informatique, effaça les doublons dans les fichiers, renomma les dossiers selon la convention interne, classa les documents par date et catégorie. À 11h30, elle reçut un message de Claire via le chat interne. Préparez la salle Saint-Honoré pour 12 personnes. N'oubliez pas de disposer des serviettes en tissu et de quoi accueillir notre directrice adjointe.
Aucun bonjour, aucun merci. Juste une instruction sèche, comme toujours. Élodie s'exécuta. Elle installa les tables, vérifia la propreté des assiettes et couverts, arrangea les chaises, plaça des petites bouteilles d'eau minérale et des carafes d'eau plate, rangea les plats livrés par un traiteur dans le meuble bas, prêts à être servis. Vers 12h15, les premiers employés commencèrent à arriver. Claire entra la première, suivie de Mathieu et de quelques autres membres du comité créatif. Aucun ne lui adressa la parole. Ils la contournèrent, comme on contourne une plante d'intérieur ou un objet encombrant. L'espace était restreint. 12 places, pas une de plus. Lorsqu'Élodie eut terminé d'installer les derniers éléments, elle s'apprêtait à prendre une assiette et à s'asseoir dans un coin, pensant pouvoir manger rapidement avant de retourner à ses tâches. Léo, déjà assis à l'extrémité de la table, lui fit un signe discret de la main pour lui indiquer la chaise vide à côté de lui. Élodie hésita, jeta un regard vers les autres, puis s'approcha. À peine s'était-elle installée que Claire, sans même lever les yeux, déclara d'un ton glacial « Cette chaise est pour Juliette, elle ne devrait plus tarder. » Élodie se leva immédiatement sans discuter. Elle posa silencieusement son assiette sur le buffet, recula et quitta la pièce sans un mot. Elle descendit au rez-de-chaussée et alla jusqu'à l'office près du local technique. Là, entre un vieux frigo bruyant et une table bancale, elle s'assit seule. Elle mangea lentement, en silence, mastiquant chaque bouchée comme si elle était faite de verre. Dans le couloir, les voix des autres flottaient, des rires, des anecdotes de vacances, des commentaires sur des projets internes. Le monde tournait et elle n'en faisait pas partie. C'était une réalité constante qu'elle avait acceptée dès son premier jour ici. Mais l'exclusion délibérée, cette froideur soigneusement orchestrée, révélait une cruauté sourde bien plus profonde que de simples négligences. Alors qu'elle finissait son repas, Léo apparut dans le cadre de la porte. Il semblait hésitant, mal à l'aise. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est pas juste. » Elle releva les yeux vers lui. Il était sincère. Elle le savait. « Merci, » dit-elle simplement. Il ajouta presque à voix basse, « Il ne faut pas leur en vouloir, ils sont formatés pour mépriser. » Elle sourit, un sourire discret, sans moquerie. « Je ne leur en veux pas, je retiens. » Mais à peine avaient-ils échangé ces quelques mots qu'une autre employée, une assistante au service marketing, passa près de la porte. Elle jeta un regard appuyé vers Léo, puis repartit sans un mot. Quelques minutes plus tard, Léo fut appelé au téléphone. Il revint penaud, s'excusa et s'éloigna, laissant Élodie seule une fois de plus. Elle n'était pas surprise. Ici, la loyauté se payait cher. L'après-midi se déroula comme les précédentes. Invisibilité, travail soigné, absence de reconnaissance. Elle rangea les salles, nettoya les recoins oubliés, répondit à quelques demandes sans jamais recevoir un regard. À 16h, elle passa devant l'open space principal. Au centre, Mathieu et Claire riaient à propos d'un message reçu sur leur messagerie privée. « J'espère que les nouveaux patrons ne vont pas nous coller d'autres petites mains comme celle-là », lança Mathieu. Claire répondit en soupirant « Tant qu'elle continue à nettoyer mes miettes, elle peut bien venir tous les jours. » Élodie s'arrêta un instant près d'une baie vitrée. Elle regarda dehors, les voitures qui passaient, les passants pressés. Le monde continuait de tourner sans eux aussi. Elle inspira profondément, puis se dirigea vers l'ascenseur. Avant de monter, elle passa une dernière fois devant le panneau d'affichage. La note était toujours là, froissée, délaissée. Elle la lissa de la main comme on replace un détail oublié d'un tableau. Personne n'avait encore fait le lien, pas une seule personne, et c'était exactement ce qu'elle attendait. À 18h, alors que le soleil se couchait derrière les toits parisiens, Élodie quitta le bâtiment sans faire de bruit. Elle marcha lentement jusqu'à l'angle de la rue, sortit son téléphone et composa un numéro. Elle attendit 2 sonneries, puis raccrocha sans parler. Le signal était donné. Rien d'extraordinaire, rien de spectaculaire. Juste un geste, calculé, maîtrisé. Le lendemain, les choses commenceraient à bouger. Ce que les autres n'avaient pas compris, c'est qu'on ne rejette pas sans conséquence ceux qu'on ne connaît pas. L'exclusion est un choix, et chaque choix a son prix. La journée s'achevait lentement au siège de Linière & Rochard. Le bâtiment, dont les murs étaient habillés de béton brut et de verre fumé, projetait des ombres allongées sur les trottoirs du quartier. À l'intérieur, les couloirs se vidaient, les portes de bureaux claquaient une à une, et les claviers se taisaient progressivement.
Le rythme effréné du travail laissait place au bruissement lointain des imprimantes oubliées et au ronronnement constant de la ventilation. Élodie était toujours là, silencieuse, comme à son habitude. Elle terminait de ranger quelques dossiers dans une salle de réunion inoccupée, ramassant les papiers abandonnés sur les tables, effaçant les tableaux blancs maculés de croquis et de chiffres griffonnés à la hâte. Personne ne s'inquiétait de sa présence à cette heure. Elle faisait partie du décor, un reflet discret dans les vitres, une silhouette qu'on ne retenait pas. Lorsqu'elle eut terminé, elle se dirigea vers un petit bureau inoccupé à l'arrière du 4e étage. Cet espace, laissé à l'abandon depuis des mois, servait autrefois de salle de consultation client, mais n'était plus utilisé depuis une réorganisation. La porte grinça légèrement lorsqu'elle l'ouvrit. Elle entra, referma doucement derrière elle et tira les stores. Il n'y avait pas de caméra dans cette pièce. Elle le savait. Elle s'assit à la table, sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Pas de carnet, pas de contact enregistré. Elle attendit que la sonnerie résonne 2 fois. Une voix répondit « Ils sont tous là », dit-elle simplement. Sa voix ne trahissait ni émotion ni tension. Il ne se doute de rien, pas un seul. Un bref silence suivit. De l'autre côté, la réponse fut calme, nette, presque froide. « Très bien. Le communiqué partira demain matin. Tu décideras du moment exact. Tout est entre tes mains maintenant. » Élodie acquiesça, même si la personne au bout du fil ne pouvait pas la voir. Elle remercia doucement, puis raccrocha. Elle resta assise un moment, le téléphone dans la main, les yeux fixés sur le mur face à elle. Pas un sourire de triomphe, pas de tension relâchée, simplement un calme absolu. Elle se leva, remit la chaise en place, ouvrit la porte et ressortit comme si de rien n'était. En descendant, elle croisa 2 employés du service marketing qui discutaient à voix basse d'un nouveau logo pour une chaîne hôtelière. Ils la contournèrent sans l'interrompre, continuant leur conversation sans interruption. L'un d'eux la regarda brièvement, comme on regarde un panneau de sortie. Aucun mot, aucune marque de politesse, rien. Elle regagna l'office du rez-de-chaussée, vérifia une dernière fois que tout était en ordre et alla récupérer ses affaires dans le vestiaire. En passant par l'accueil, Bernard lui adressa un salut amical. « Longue journée, hein ?» Elle hocha la tête. « Un peu, oui, mais productive. » Il sourit sans poser de questions. Il était l'un des rares à la voir réellement. Dehors, la nuit était tombée. L'air était frais, chargé de cette odeur métallique propre à l'automne parisien. Les lampadaires projetaient des halos flous sur les trottoirs. Élodie marcha d'un pas mesuré, sans hâte. Elle connaissait ce quartier sur le bout des doigts, chaque façade, chaque vitrine, chaque banc. C'était là qu'elle avait choisi d'observer, ici qu'elle avait décidé d'évaluer. Et désormais, l'heure d'agir approchait. Dans les bureaux qu'elle venait de quitter, aucun bruit ne trahissait le bouleversement imminent. Les dirigeants, les cadres, les stagiaires, tous continuaient leur routine, inconscients de ce qui se préparait. Demain, un simple communiqué allait suffire à faire basculer leur réalité. Pas une annonce grandiloquente, pas de conférence dramatique, juste une note officielle, transmise par mail, affichée sur l'intranet, comme toutes les autres. Mais cette fois, il ne s'agirait pas d'un événement sans conséquence. Ce serait le basculement. Le soir même, dans plusieurs bureaux d'avocats à Neuilly-sur-Seine, des équipes travaillaient encore à la mise en forme finale des documents juridiques. Le rachat avait été signé depuis plusieurs semaines, les audits réalisés, les contrats révisés. Il ne manquait qu'un nom, une présence, une déclaration. Et cette déclaration viendrait d'elle. Élodie passa devant un petit café encore ouvert. À travers la vitrine, elle aperçut un groupe de jeunes professionnels qui levaient leurs verres en riant. Le contraste était saisissant avec l'ambiance rigide de son entreprise. Elle se demanda brièvement s'ils connaissaient cette légèreté durablement ou s'ils jouaient simplement un rôle, comme tant d'autres. Elle continua son chemin sans s'arrêter. Chez elle, elle s'assit à son bureau, ouvrit un dossier papier et vérifia une dernière fois les noms des principaux cadres de Linière & Rochard. Elle relut les extraits de conversations qu'elle avait notés mentalement, les comportements qu'elle avait analysés, les décisions absurdes, les abus de pouvoir, les humiliations déguisées en plaisanterie. Elle ne ressentait ni colère, ni amertume, ni envie de revanche. Son approche n'était pas émotionnelle. Elle n'était pas là pour régler des comptes. Elle était là pour remettre de l'ordre, pour redéfinir les règles d'un espace où l'indifférence s'était transformée en système.
Le fichier ouvert sur son écran portait un titre simple, « État des lieux RH, première phase ». Elle ajouta quelques lignes, annota 2 noms en rouge, sauvegarda et referma l'ordinateur. La nuit était bien avancée, mais elle ne ressentait pas la fatigue. L'exclusion qu'elle avait subie jour après jour n'avait rien cassé. Au contraire, elle avait affûté sa vigilance, son exigence, son regard sur ceux qui l'entouraient. Dans quelques heures, un courriel signerait la première secousse. Il n'y aurait pas d'effet de manche, pas de discours grandiloquent, juste la réalité nue et nette. Linière et Rochard appartenaient désormais au groupe Moreau, et celle qu'ils avaient ignorée, méprisée, effacée des discussions, était celle qui avait assisté en silence à chaque geste, chaque parole, chaque erreur. Le matin allait arriver, et avec lui, la première vérité. Le 5e jour commença comme tous les autres, du moins en apparence. Les couloirs de Linière et Rochard se remplirent peu à peu de bruits familiers. Talons frappant le parquet, téléphones qui vibraient sur les bureaux, claviers crépitant sous les doigts pressés. Les rituels se répétaient avec une régularité presque mécanique. Élodie entra dans le bâtiment à 8 heures précises, salua Bernard comme à son habitude et prit la direction de l'office sans s'attarder. Elle avait reçu la veille, juste avant de partir, une note manuscrite glissée sur son bureau. L'écriture était reconnaissable entre toutes, celle de Claire. Quelques mots secs tracés à l'encre noire sur un post-it rose. Préparer salle Louvre pour réunion de 20 personnes. À faire seule, pour 9 heures. Elle avait souri intérieurement en lisant l'instruction. L'heure de la réunion était claire, la tâche était précise, mais le délai imparti rendait la mission pratiquement irréalisable. La salle Louvre se situait au dernier étage et nécessitait un aménagement complet. Chaises, projecteurs, câbles, café, thé, eau, papeterie, disposition harmonieuse selon le protocole de présentation aux clients. Normalement, cette tâche exigeait au moins 2 personnes, pendant 45 minutes. Il était 8 heures. Il lui restait moins d'1 heure pour tout faire seule, et c'était bien le but recherché. Elle monta immédiatement, ouvrit la porte de la salle et découvrit un désordre total. Les tables n'avaient pas été remises en place après la dernière réunion. Les chaises étaient empilées, les nappes froissées. Le tableau restait couvert d'annotations illisibles. Aucun des services internes n'était intervenu. Elle se retroussa les manches, prit une profonde inspiration et se mit à l'œuvre. Elle commença par les chaises, les disposant en arc de cercle selon le plan d'implantation prévu. Elle essuya les tables, réinstalla le matériel de projection, plaça les stylos, les blocs-notes, les gobelets, les carafes. À 8h30, elle avait déjà transpiré plus qu'en une semaine complète. Dans le couloir adjacent, des voix s'élevaient. Des collaborateurs passaient sans proposer leur aide. Certains observaient brièvement la scène, puis reprenaient leur route comme si elle n'était pas là. À 8h45, Claire passa la tête dans l'embrasure de la porte. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes, les bras croisés, puis s'avança dans la salle. Elle promena son regard critique sur l'agencement. « Et la corbeille ? Elle est tout. Il faut toujours une corbeille, surtout quand on sert du café. Tu veux qu'il jette des touillettes sur la table ?» Elle pointa du doigt l'absence avec un air faussement choqué, puis ajouta en haussant le ton, pour être entendue depuis le couloir. « Franchement, si elle avait un peu plus de jugeote, elle ne serait pas ici à faire le ménage. » Un rire s'échappa d'une collaboratrice qui passait. Claire sourit, satisfaite de l'effet produit. Élodie ne répondit pas. Elle se dirigea calmement vers le local à fourniture, en ressortit avec une corbeille vide qu'elle plaça sous la table principale. Elle termina l'installation à 8h59. À 9h pile, les premiers invités entraient. La salle était impeccable. Claire, contrariée de ne pas avoir pu humilier la jeune femme par un échec visible, se contenta de murmurer « On ne gagne pas à tous les coups ». Élodie quitta la salle discrètement. Elle retourna à son bureau sans ralentir le pas. L'humiliation publique n'avait pas eu lieu, mais elle savait que cela ne s'arrêterait pas là. Lorsqu'un groupe vous cible pour vous briser, l'absence de défaite ne suffit pas à les faire renoncer. Elle s'assit et reprit le tri de dossiers suspendus dans les tiroirs métalliques d'un meuble classé « Archives mineures ». De temps à autre, elle jetait un œil à la messagerie interne. Rien d'inhabituel, juste un flux constant de messages banals, des invitations à des réunions, des confirmations de livraison, des félicitations automatiques envoyées pour des anniversaires professionnels. À 10h30, Léo passa devant son bureau. Il s'arrêta un instant. « J'ai vu la salle, c'était nickel.
Ils pensent que personne remarque, mais moi, je vois. » Elle le remercia d'un regard. Elle n'avait pas besoin d'éloges, mais elle notait chaque détail de ceux qui voyaient, de ceux qui détournaient les yeux, de ceux qui riaient avec les autres. En fin de matinée, Claire repassa près d'elle. Elle portait un tailleur flambant neuf et tenait à la main un porte-document en cuir beige. « On aura besoin de toi pour reclasser les échantillons textiles dans la salle de stockage, mais tu devras aussi faire l'inventaire. Et attention, il y a plus de 1000 références. Je veux un rapport complet pour demain. » Elle énonça ces mots avec une indifférence calculée, sans même ralentir son pas. Ce n'était pas une demande. C'était une consigne destinée à écraser. Élodie acquiesça sans rien dire. Encore une tentative d'épuisement programmée. Le plan était simple. Accumulation de tâches irréalisables, surcharge déguisée en obligation, isolement renforcé. Elle passa une partie de l'après-midi enfermée dans la salle de stockage, entourée de classeurs, d'étagères branlantes et d'échantillons colorés classés par nuances, matières, fournisseurs. Elle travailla méthodiquement, photographia certaines pièces mal référencées, dressa une liste rigoureuse de ce qui manquait ou avait été déplacé. Le silence était total, à peine troublé par le bruit de la climatisation qui se mettait en route par à-coups. Personne ne venait ici sans raison. C'était l'endroit parfait pour être oublié ou abandonné. Vers 17 heures, elle remit en ordre les derniers documents. Lorsqu'elle sortit de la salle, elle croisa Mathieu dans le couloir. Il parlait à voix basse avec un collègue et s'interrompit brièvement en la voyant. « La voilà, la spécialiste des chaises et des miettes », lança-t-il d'un ton ironique, suffisamment fort pour qu'elle entende. L'autre homme rit franchement. Élodie ne répondit pas. Elle continua sa route. Chaque mot était de trop pour ces gens. Elle savait que le moment de leur faire face viendrait, mais pas encore. Avant de quitter le bâtiment, elle passa par la salle de pause. Une feuille de papier traînait sur la table, oubliée par un collaborateur. Elle la prit machinalement et y lut une phrase écrite à la main. Organisation du cocktail de fin de trimestre, prévoir allocution de la direction. Elle plia la feuille, la remit à sa place et sortit. L'air du soir était plus frais que la veille. Elle marcha lentement jusqu'à la station de métro, croisant des regards distraits, des visages fermés, des silhouettes absorbées par leurs écrans. Elle savait maintenant que les prochains gestes seraient décisifs. L'humiliation programmée n'avait pas atteint son but, mais elle avait dévoilé une chose essentielle, la peur. Claire n'avait pas ri par pur mépris. Elle avait ri pour s'assurer que les autres riraient avec elle. Le rire collectif était leur protection contre l'inconnu. Et l'inconnu, c'était cette femme discrète qui ne se plaignait jamais, ne réagissait jamais, mais observait tout. Demain, le communiqué serait publié. Et à partir de ce moment, chaque ricanement, chaque insulte murmurée, chaque regard évité prendrait un tout autre sens. Le 6e jour débuta dans une atmosphère inhabituellement tendue. Dès les premières heures de la matinée, l'ensemble du bâtiment semblait parcouru d'un frisson silencieux. Les conversations d'habitude animées dans l'open space étaient plus mesurées, les sourires échangés plus rares et les regards se faisaient furtifs. Une rumeur avait commencé à circuler la veille au soir, relayée par quelques messages ambigus postés sur l'intranet de l'entreprise. Une visite officielle, un changement majeur, une annonce importante du groupe propriétaire. Rien de concret n'avait été dévoilé, mais l'effet avait été immédiat. Les salariés, d'abord désintéressés par le nom Groupe Moreau, commencèrent à soupçonner que quelque chose d'inhabituel se préparait. À 8 heures, comme tous les matins, Élodie franchit les portes vitrées de Linière & Rochard. Bernard, fidèle à son poste, lui adressa un salut discret, mais appuyé. Il n'y avait rien dans son expression qui trahissait un savoir particulier, mais son regard soutenu suffisait à faire comprendre qu'il avait remarqué lui aussi les signaux du changement. Dans le hall, le sol brillait plus que d'habitude. Les plantes avaient été arrosées, et même la réception affichait un ordre rigoureux rarement observé. Tout indiquait que quelque chose d'officiel était attendu. Les employés, habituellement décontractés, avaient soigné leur tenue. Les vestes étaient sorties des placards, les coiffures bien ajustées, les chaussures impeccablement cirées. Mathieu portait une chemise blanche repassée au pli parfait. Claire arborait un tailleur bleu marine strict et élégant. Tous attendaient, mais ils ne savaient pas qui. Dans les échanges, les hypothèses se multipliaient. Un haut représentant du groupe Moreau, un audit externe, voire un membre du conseil d'administration. Plusieurs pensèrent qu'un cortège de voitures noires
allaient se garer devant l'entrée principale. Certains avaient même entendu parler de garde du corps. On attendait une figure d'autorité, imposante, inaccessible, et tout dans le décor avait été préparé pour cela. Mais lorsque Élodie fit son entrée dans l'open space à 8h05, elle le fit comme toujours, discrètement, calmement, sans aucun accompagnement. Et pourtant, quelque chose avait changé. Sa démarche n'était plus celle d'une subalterne. Elle marchait droit, le regard fixé à l'horizon, les épaules détendues, mais fermes. Elle ne fuyait plus les regards. Elle ne les cherchait pas non plus, mais elle ne les évitait plus. Son pas était silencieux mais assuré. Elle ne portait pas de tailleur de luxe, ni de bijoux tape à l'œil. Son style restait simple, mais chaque détail semblait désormais choisi avec précision. Sa robe beige, sa ceinture discrète, ses chaussures parfaitement cirées, tout respirait la maîtrise. Les premiers regards se tournèrent vers elle par automatisme. Puis, lentement, les sourcils se froncèrent. Quelque chose clochait. Elle n'était plus l'ombre muette qui ramassait les gobelets. Elle avançait avec une autorité tranquille, comme si chaque recoin de l'immeuble lui appartenait. Inès, la stagiaire, fut la première à noter ce changement. En croisant Élodie, elle s'interrompit dans sa marche, la regardant avec un mélange de surprise et de respect naissant. Elle ne comprenait pas encore pourquoi, mais elle sentait qu'un équilibre invisible venait de se rompre. Dans le bureau de Claire, la tension était palpable. Elle regardait par la fenêtre, tenant dans ses mains un courrier imprimé qu'elle n'osait relire une fois de plus. Il avait été envoyé très tôt ce matin-là, à 6h42 précisément. Objet: communication interne, changement de direction effective. Une note officielle, sobre, signée du service juridique du groupe Moreau, annonçant qu'à compter de ce jour, une nouvelle direction prenait la tête de Linière & Rochard. Pas un mot de plus sur les noms. Aucune indication sur la personne qui incarnerait ce changement. Mais la note précisait qu'une réunion de présentation aurait lieu ce jour même, à 10h, dans l'auditorium principal. Obligatoire pour tous les employés. Claire relut la note pour la 5e fois. Elle pensa à envoyer un message à Mathieu, mais se ravisa. Elle préféra attendre et observer. À 9h, l'open space ressemblait à un théâtre avant lever de rideau. Les voix chuchotaient, les écrans s'éteignaient. Les employés se dirigeaient vers l'auditorium d'un pas plus lent que d'habitude. On tentait de se donner une contenance, mais l'inconnu pesait sur chacun. Dans les escaliers, des conversations s'interrompaient dès qu'Élodie apparaissait dans le champ de vision. Elle ne disait rien. Elle continuait d'avancer, sereine, sans forcer le contact. Léo, posté près de l'entrée de la salle, ouvrit de grands yeux en la voyant arriver seule, sans badge d'invité, sans escorte, sans carte d'accès spéciale. Elle entra dans la salle, choisit une allée latérale et monta sans détour jusqu'au dernier étage. À 9h55, elle poussa la porte de la salle de direction au dernier étage, entra calmement et la referma derrière elle. Aucun des employés ne la suivit du regard jusque-là. Tous étaient focalisés sur l'écran installé dans l'auditorium, sur lequel ne s'affichait encore qu'un simple fond bleu portant le logo de l'entreprise. Mathieu, assis au premier rang, murmurait quelque chose à l'oreille d'un collègue. Claire fixait l'entrée, croisant les jambes nerveusement, triturant son stylo entre les doigts. Léo, lui, était resté debout près du mur, à l'arrière de la salle, l'air perplexe. À 10h précises, le directeur général adjoint entra sur scène. Il avait le visage tendu, mais essayait de masquer son malaise sous une attitude faussement détendue. Il prit le micro, remercia tout le monde d'être venu, rappela brièvement l'historique de l'entreprise, évoqua les défis à venir, puis il leva légèrement la tête, regarda l'assistance d'un œil circulaire et prononça les mots qui figèrent chaque personne dans la pièce. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter officiellement la nouvelle propriétaire du groupe Linière & Rochard, Madame Élodie Moreau. » Un silence absolu envahit la salle. Il n'y eut pas un murmure, pas un toussotement, pas un froissement de papier. Tous les regards restèrent figés, incrédules. Certains tentèrent de comprendre s'il s'agissait d'une homonymie. D'autres regardèrent autour d'eux comme pour vérifier si quelqu'un d'autre allait se lever. Claire, elle, perdit légèrement ses couleurs. Mathieu cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il avait mal entendu. Inès, les mains posées sur ses genoux, ouvrit légèrement la bouche. Léo, figé, avait le regard planté vers la scène. Et c'est à ce moment précis que la porte latérale de la scène s'ouvrit. Élodie entra, sans précipitation. Elle marcha jusqu'au centre, salua le directeur général d'un signe de tête
prit le micro et fit face à l'audience. Elle ne souriait pas. Elle ne cherchait pas l'applaudissement. Elle regardait chacun dans les yeux, un par un, longtemps. Puis elle inspira légèrement. Elle n'avait pas besoin d'un discours. Sa présence parlait pour elle. Ce jour-là, tout ce qu'il croyait maîtriser avait basculé. Rien ne serait plus jamais comme avant. Le silence dans l'auditorium avait pris une densité étrange, presque physique. Les chaises, jusqu'alors support passif de collaborateurs distraits, semblaient elles aussi retenir leur souffle. Devant eux, Élodie Moreau, droite, calme, regardait l'assemblée avec une présence qu'aucun d'eux ne lui avait jamais prêtée. Il n'y avait pas de micro-effet de voix, pas de slide projeté derrière elle, pas de bande-annonce ni vidéo introductive. Juste une femme debout face à ceux qui, 6 jours durant, l'avaient ignorée, ridiculisée, contournée comme une ombre dans un couloir trop étroit. Le directeur général s'était discrètement éclipsé de la scène, comprenant que son rôle s'arrêtait ici. Il rejoignit les coulisses, laissant Élodie seule au centre dans cette lumière blanche crue, qui n'embellissait ni ne cachait rien. Son regard parcourait la salle, méthodique, sans hâte. Elle reconnaissait chaque visage, chaque nom, chaque intonation, chaque commentaire qu'ils avaient laissé échapper en sa présence, persuadée qu'elle n'était rien. Elle les regardait, mais ne cherchait aucune réaction. Elle constatait. Constater suffisait. Puis, sans un mot encore, elle descendit les marches du podium, traversa la salle sans un bruit, sans même faire claquer ses talons, et sortit par la grande porte à double battant qui donnait sur le couloir du rez-de-chaussée. L'effet fut immédiat. Un murmure se leva dans la pièce, hésitant, brouillon. Mathieu tourna la tête vers Claire, dont les traits étaient des figés dans une expression de défaite contenue. Il ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Elle, crispée, fronçait les sourcils, absorbée dans un calcul rapide et anxieux. Avait-elle laissé un message compromettant? S'était-elle moquée trop ouvertement? Avait-elle fait quelque chose qu'on pourrait utiliser contre elle? Ses pensées tournaient en boucle, incapables de se fixer. Inès, elle, restait assise, les yeux rivés vers la scène désormais vide. Elle comprenait lentement, avec cette lucidité froide qui surgit quand les évidences niées se mettent à aligner leurs pièces. Elle se souvenait de chaque regard échangé avec Élodie, de chaque bonjour qu'elle lui avait adressé, de chaque petit mot poli, de chaque tentative de la traiter dignement. Léo, debout au fond, se passa une main sur la nuque. Il semblait soulagé, mais aussi inquiet. Il avait compris qu'il n'avait pas été dupé. Il avait été témoin. Il avait vu. Et cela faisait de lui un nom que la nouvelle direction n'oublierait pas. Dans le couloir, Élodie avançait d'un pas mesuré. Elle ne fuyait pas la scène qu'elle venait de quitter. Elle laissait simplement le silence faire son œuvre. Le poids de sa révélation n'avait pas besoin d'être accompagné de longs discours. Ceux qui savaient écouter avaient entendu l'essentiel. Elle croisa plusieurs employés dans les couloirs, certains s'écartèrent instinctivement, d'autres la regardèrent sans la reconnaître, encore piégés par les souvenirs de la femme discrète qui nettoyait les miettes sur leur bureau. Elle marcha jusqu'à l'ascenseur, appuya sur le bouton, attendit en silence. Lorsqu'elle atteignit le dernier étage, elle entra dans le bureau présidentiel. Personne ne l'y attendait. Elle ferma la porte derrière elle, traversa la pièce, ouvrit le rideau d'une main lente, puis s'assit à son nouveau bureau. Elle n'avait pas changé de posture. Elle n'avait pas besoin de costume d'autorité, ni de nouvelles coupes de cheveux. Ce n'était pas son apparence qui faisait trembler les fondations de Lignières & Rochard. C'était sa position, révélée sans avoir été demandée. C'était sa patience, plus tranchante que toutes les sanctions. Au même moment, dans l'auditorium, le directeur général était remonté sur scène. Il avait repris le micro, cette fois avec un ton plus solennel. « Vous venez de rencontrer Madame Élodie Moreau. Elle est désormais l'actionnaire majoritaire et la présidente exécutive du groupe Lignières & Rochard. » Il marqua une pause. Personne ne bronchait, pas même les plus irrévérencieux. Il reprit. « Elle a souhaité passer cette première semaine incognito au sein de vos équipes afin d'observer le fonctionnement réel de notre structure. Aucune présentation officielle n'a été faite pour préserver l'authenticité de l'expérience. Ceux qui doutaient encore se figèrent. Les plus cyniques perdirent leur couleur. Les pièces du puzzle se mirent en place dans les esprits un à un. La présence constante, les tâches ingrates, les regards silencieux, la neutralité totale. Tout cela n'avait jamais été un hasard. Élodie avait été partout. Elle avait entendu tout. Elle avait vu plus que n'importe quel audit,
que n'importe quel rapport de performance. Et maintenant, elle détenait le pouvoir. Une nouvelle phase de gouvernance s'ouvre, poursuivit le directeur. Madame Moreau prendra la parole officiellement lundi matin pour détailler ses orientations. D'ici là, je vous invite à la réflexion et à la préparation. Les décisions qui seront prises le seront sur la base de ce qu'elle a vécu, vu et analysé au sein de nos murs. La salle fut libérée dans un silence glacial. Pas de commentaires, pas de plaisanteries. Le bruit des talons résonnait plus fort que d'ordinaire. Certains évitèrent les regards. D'autres cherchèrent du réconfort dans des discussions précipitées à voix basse. Mais rien ne dissipait l'évidence. Ils avaient tous été observés et jugés, pas par une figure lointaine, mais par celle qu'ils avaient regardée sans voir, traitée sans respect, évaluée à travers leur prisme biaisé. Dans les étages, les murmures se propageaient rapidement. Chaque bureau devenait un microcosme d'hypothèses, de craintes, de justifications anticipées. Les plus habiles tentèrent déjà de réécrire les derniers jours. Ceux qui s'étaient montrés méprisants cherchaient à se souvenir d'un moment où ils auraient pu, peut-être, avoir fait preuve d'un peu de politesse. Mais il était trop tard. Les gestes simples sont les plus éloquents, et la mémoire d'Élodie n'en avait oublié aucun. Ce jour-là, elle ne donna pas d'ordre, ne convoqua personne, ne modifia rien. Sa seule présence suffisait à reconfigurer la hiérarchie invisible de l'entreprise. Ce n'était pas une vengeance, ce n'était pas une démonstration de force, c'était un rappel que le pouvoir, le vrai, ne crie pas. Il s'installe, il écoute, il attend. Et quand il se montre, il n'a pas besoin de dire « je suis là ». Il l'est déjà. Dès la fin de la réunion, l'entreprise se transforma en un terrain instable où chacun tentait de se repositionner. Le retour au bureau se fit dans une atmosphère pesante, marquée par des visages fermés, des allures hésitantes et une tension palpable dans les gestes les plus anodins. Les voix qui s'élevaient dans les couloirs n'étaient plus celles de la légèreté coutumière, mais des échos inquiets chargés de sous-entendus, d'interrogations et de remords précipités. La révélation du matin avait agi comme un séisme silencieux. Elle avait fissuré les certitudes, ébranlé les habitudes, remis en question tout ce qui paraissait établi. Et au cœur de ce bouleversement, Élodie marchait sans se presser, croisant les regards qui, quelques heures plus tôt, l'auraient ignorée. Dans l'open space du 3e étage, le silence n'était plus celui de la concentration, mais celui de la peur. Claire était rentrée dans son bureau à grands pas, refermant la porte derrière elle avec une brusquerie inhabituelle. Elle n'avait adressé la parole à personne depuis l'annonce. Ses doigts couraient sur le clavier de son ordinateur, sans direction précise, comme pour simuler une activité normale. Son esprit, lui, tournait en boucle. Elle repassait chaque scène dans sa mémoire. Les ordres donnés, les humiliations discrètes, les remarques devant les autres, les regards appuyés sur cette femme qu'elle avait classée dans la catégorie des invisibles. Elle tenta de se rassurer. Peut-être qu'Élodie ne prendrait pas tout cela en compte. Peut-être qu'elle serait trop occupée par les enjeux de direction pour s'attarder sur les comportements quotidiens. Peut-être qu'elle ferait preuve de clémence. Mais Claire savait au fond d'elle que ce n'était pas une inconnue qui avait été témoin, mais la nouvelle propriétaire, et que tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été fait, n'était plus du domaine du passé anodin. C'était devenu une archive vivante. Mathieu, de son côté, s'était enfermé dans la salle de création. Il faisait les 100 pas, le visage blême, incapable de formuler une pensée cohérente. Il se souvenait distinctement de ses propos lors de la première réunion, de cette blague sur la paysanne qu'il avait lancée pour impressionner ses collègues. Il avait ri, les autres aussi, mais à présent, il ne riait plus. Il savait que ces mots étaient revenus à leur expéditeur, avec un poids qu'il n'avait pas anticipé. Il se rappelait aussi des sourires hautains, des commandes passées comme à une domestique, de cette façon qu'il avait de ne jamais croiser son regard. Il comprenait maintenant que ce comportement n'était pas anodin. Il avait été vu, observé, analysé. Dans un autre coin de l'immeuble, Inès discutait à voix basse avec une collègue du service juridique. Elle racontait, presque en chuchotant, que c'était elle qui avait salué Élodie le premier jour. Je lui ai dit bonjour, vraiment. J'ai même proposé mon aide quand elle avait l'air perdue. Sa voix trahissait une tentative de se rassurer elle-même, comme si ce geste simple allait la protéger des éventuelles représailles. Sa collègue hocha la tête, compatissante.
Personne ne savait encore comment Élodie allait exercer son autorité. La peur n'était pas celle de la punition brutale, mais du regard froid et intransigeant de celle qui n'avait rien oublié. Dans la salle des imprimantes, 2 assistants échangeaient des commentaires rapides, avec l'impression de marcher sur du verre. « Tu crois qu'elle va virer quelqu'un » demanda l'un. L'autre haussa les épaules. « Elle n'a encore rien dit, mais je pense qu'elle va commencer par ceux qui l'ont humiliée. C'est logique. » Le mot « humilié » flottait dans l'air, chargé d'une gravité nouvelle. Ce qui la semaine précédente n'était pour certains qu'un trait d'humour, un clin d'œil ou une mise à l'épreuve, apparaissait désormais sous son vrai jour. Un mépris conscient, systémique. Vers 11 heures, Élodie descendit dans le hall principal. Elle marchait lentement, sans escorte, et chaque pas attirait des regards prudents. Elle s'arrêta devant le panneau d'affichage, celui-là même où l'annonce du rachat avait été publiée plusieurs jours plus tôt. Elle observa les papiers punaisés, les félicitations pour les anniversaires professionnels, les photos d'une soirée d'équipe passée. Rien ne semblait à sa place. Pas dans le monde qu'elle comptait mettre en ordre. Bernard, derrière son comptoir, la suivait du regard. Il ne dit rien mais inclina légèrement la tête lorsqu'elle croisa son regard. Elle le salua à son tour, puis s'avança vers les ascenseurs. Dans les étages, les employés faisaient semblant de travailler. Les écrans étaient allumés, les mails envoyés, mais personne ne lisait vraiment. Tous guettaient ses déplacements. Tous espéraient une opportunité de rectifier ce qui pouvait encore l'être. Certains cherchaient une manière de lui adresser la parole, de se justifier, de faire amende honorable. Mais aucun n'osait s'approcher, car ce qu'il ressentait n'était pas de la culpabilité sincère, mais la panique de ceux qui ont perdu le contrôle. Le pouvoir avait changé de main, et ce changement n'était pas négociable. Vers midi, un message fut diffusé sur l'intranet. « Madame Élodie Moreau vous remercie pour votre présence ce matin. Une nouvelle phase de restructuration sera annoncée dans les prochains jours. En attendant, les activités se poursuivent normalement. » Il n'y avait pas de menace dans ce message, pas de ton dramatique, mais la sobriété même du contenu suffisait à provoquer un choc. Aucun nom n'était cité, aucune échéance précise. Ce flou éveilla davantage de peur que n'importe quelle directive brutale. Claire, dans son bureau, relut le message 4 fois. Elle commença à fouiller dans ses dossiers, effaça plusieurs courriels de sa messagerie, supprima une conversation compromettante dans son téléphone personnel. Elle savait que cela ne changerait rien. Si Élodie avait gardé en mémoire ses comportements, aucun nettoyage numérique ne suffirait. Mathieu, lui, tenta d'envoyer un mail cordial à la nouvelle présidente, avec pour objet « Félicitations et engagement à vos côtés ». Il ne reçut aucune réponse. Il s'interrogeait déjà sur la pertinence de son approche. Devait-il aller la voir directement? Trop risqué, trop voyant. Dans l'après-midi, Élodie apparut brièvement dans l'open space. Elle s'arrêta à côté de Léo qui, surpris, se leva d'un bond. Elle lui tendit la main et dit simplement « Merci pour votre respect ». Il rougit, incapable de répondre. Elle repartit sans autre mot, laissant derrière elle un silence encore plus dense. Ce simple geste, observé par une dizaine de témoins, suffit à faire basculer l'équilibre une nouvelle fois. Si elle remerciait ceux qui l'avaient traité avec humanité, alors les autres pouvaient s'attendre à un traitement bien différent. La journée s'acheva sous un ciel gris, à l'image de l'ambiance générale. L'illusion d'un retour à la normalité n'avait trompé personne. Les rires avaient disparu. Les réunions furent annulées ou écourtées. Les pauses se firent solitaires. Tous, sans exception, savaient que le vrai changement ne faisait que commencer, et que le masque qu'ils portaient depuis si longtemps n'était plus qu'un souvenir inutile. Dès le lundi matin, la nouvelle phase annoncée par Élodie commença à prendre forme sans préambule. À 8h30, un courriel officiel du service des ressources humaines fut envoyé à l'ensemble du personnel. Objet: lancement de l'audit interne. Période de réévaluation opérationnelle. Le message, sobre mais ferme, précisait que l'entreprise entamait une inspection complète de ses procédures, de ses pratiques de management et de ses méthodes de communication interne. Il y était également mentionné que les cadres dirigeants, chefs de département et superviseurs directs seraient les premiers concernés. Aucune date de fin n'était indiquée. Seul un paragraphe attirait l'attention de tous. Les conclusions de cette réévaluation pourront entraîner des ajustements structurels, des sanctions ou des suspensions de fonctions selon les faits observés. À 9h, Claire fut convoquée au service des ressources humaines. Elle s'y rendit en silence, la démarche plus rigide que d'habitude,
le regard fuyant. Elle fut reçue par 2 responsables RH et un représentant légal du groupe Moreau. Elle fut informée que ses fonctions de chef de communication étaient suspendues jusqu'à nouvel ordre, le temps de vérifier certaines allégations remontées lors de l'observation de terrain réalisée par la direction. Aucun détail ne fut donné, mais Claire comprit aussitôt. Elle ne protesta pas, elle ne posa pas de questions. Elle prit le document qu'on lui remit, le signa d'une main tremblante, puis sortit du bureau les lèvres serrées. À sa sortie, plusieurs regards curieux tentèrent de capter son expression, mais elle ne leur offrit rien d'autre que le bruit sec de ses talons qui claquaient sur le sol carrelé. Mathieu reçut un message 1 heure plus tard. Il fut invité à rejoindre la salle Richelieu pour un entretien de vérification. L'entretien dura plus d'1 heure. Il fut question de sa gestion de projet, de ses heures déclarées, de son implication dans des dossiers parallèles à ses responsabilités officielles. Il nia tout d'abord certaines accusations, tenta de minimiser d'autres, mais ses réponses furent méthodiquement confrontées à des documents, des enregistrements d'échanges internes et à des témoignages de collaborateurs. Lorsqu'il quitta la salle, il était pâle, la mâchoire serrée, les poings crispés dans les poches de son manteau. Il ne retourna pas à son bureau. Il sortit directement du bâtiment. L'après-midi même, une réunion fut organisée à huis clos entre Élodie et le comité de direction réduit. Les absences de Claire et de Mathieu furent notées, mais non commentées. Élodie s'adressa à l'équipe avec le ton neutre et précis qui était désormais sa marque. Elle ne haussait jamais la voix, elle n'usait pas de menaces. Chaque mot semblait choisi pour sa clarté, son efficacité, sa portée immédiate. Elle annonça que le processus d'audit interne se poursuivrait sur plusieurs semaines et que des vérifications aléatoires seraient effectuées dans tous les départements. Aucun service ne serait exempté. Elle souligna que les comportements observés lors de sa semaine d'immersion avaient révélé des dysfonctionnements graves, notamment dans la gestion humaine, la communication interne et la reconnaissance du personnel. Elle insista sur un point en particulier. Nous n'exigeons pas l'excellence dans la forme, nous exigeons l'intégrité dans le fond. Dans les jours qui suivirent, plusieurs cadres intermédiaires furent appelés à justifier certaines pratiques. Certains durent expliquer des écarts dans la gestion budgétaire, d'autres furent interrogés sur leur manière de répartir les tâches, sur des recrutements douteux, sur l'attribution opaque de primes et de récompenses. Le service des ressources humaines, qui jusqu'alors fonctionnait comme un rouage bureaucratique inerte, se mit à enregistrer toutes les interactions, à compiler les documents, à interroger les collaborateurs en toute confidentialité. L'ambiance au sein de l'entreprise changea radicalement. Les éclats de voix disparurent, les messes basses diminuèrent, les pauses café se firent plus brèves. Chacun comprenait que la moindre attitude pouvait être interprétée comme un signe de mépris. Et le mépris était devenu une faute lourde. Élodie, elle, poursuivait sa présence silencieuse mais constante. Elle visitait les services sans prévenir, posait des questions précises, notait les réponses sans commentaire. Elle ne formulait jamais d'opinion immédiate, mais chaque employé savait que sa mémoire ne flanchait pas. Les plus anciens, surpris par la rigueur soudaine, tentaient de s'adapter. Les plus jeunes, ceux qui avaient été témoins silencieux de l'injustice quotidienne, ressentaient un mélange de soulagement et de méfiance. Le changement était bien réel, mais il venait sans mode d'emploi, sans promesse de pardon automatique. Léo, de son côté, continua à effectuer ses tâches avec le sérieux habituel, mais depuis sa brève interaction avec Élodie dans l'open space, il était perçu différemment. Plusieurs collègues commencèrent à lui parler avec une cordialité nouvelle, parfois exagérée. Il recevait des compliments sur son travail, des invitations à déjeuner, des questions sur ses projets professionnels. Il répondait poliment, mais restait réservé. Il savait que la majorité de ses gestes étaient dictés par la peur, non par la reconnaissance. Il gardait pour lui ce qu'il avait observé depuis le début, ceux qui avaient ri trop fort, ceux qui s'étaient tus trop longtemps. Vers la fin de la semaine, une nouvelle annonce tomba. Un plan de restructuration des pratiques managériales allait être mis en œuvre. Tous les responsables d'équipe seraient soumis à une nouvelle formation obligatoire sur la gestion humaine, la communication non violente et la reconnaissance des compétences transversales. La formation ne serait pas symbolique, elle serait évaluée et ses résultats influenceraient directement les perspectives de carrière des participants. Ceux qui échoueraient à démontrer une capacité réelle à respecter les principes instaurés par la nouvelle direction ne conserveraient pas leur poste.
Ce fut à ce moment-là que l'ensemble de l'entreprise comprit l'étendue du changement. Élodie n'était pas simplement venue rétablir un ordre personnel, elle était venue imposer un standard. Et ce standard ne se négociait pas. Il ne s'agissait plus de hiérarchie classique, de jeux d'alliance ou de faveurs informelles. Il s'agissait désormais de mériter sa place chaque jour, dans un cadre où le mépris ne trouvait plus de refuge. Ce n'était pas une purge, c'était une refondation. Les couloirs de Linière et Rochard n'étaient plus ceux d'une entreprise chic et cruelle, où la façade valait plus que la fonction. Ils devenaient peu à peu les artères d'un lieu où les rôles se gagnaient par compétence, non par statut. Et tous savaient que le moindre faux pas pouvait réactiver la mémoire d'Élodie. Une mémoire patiente, une mémoire précise, une mémoire qui avait attendu son moment et qui maintenant ne faisait aucune erreur. La seconde semaine du mandat d'Élodie s'ouvrit dans un climat de tension suspendue. Le silence dans les bureaux n'avait plus rien à voir avec la simple concentration professionnelle. C'était une forme d'attente, une alerte constante, où chaque mot prononcé, chaque geste esquissé était soupçé, anticipé, ajusté. Les plus expérimentés s'étaient réfugiés dans une prudence exagérée, évitant les conversations non professionnelles, les échanges personnels, les interactions inutiles. Le changement était désormais bien plus qu'une vague promesse. Il prenait corps à travers des actes concrets, des décisions précises, irrévocables, et les conséquences ne se faisaient plus attendre. Le lundi matin, un message confidentiel circula entre les membres du comité de direction. Une série de vérifications sur l'usage des budgets de fonctionnement des départements avait révélé plusieurs anomalies significatives. Il s'agissait notamment de frais non justifiés, de demandes de remboursement falsifiées et d'activités secondaires financées par les ressources de l'entreprise. Le nom de Mathieu apparaissait dans plusieurs de ces lignes suspectes. Il avait utilisé des comptes internes pour faire imprimer des documents personnels, solliciter des graphistes pour des projets non déclarés, utiliser un véhicule de fonction à des fins privées et récurrentes. Ces éléments, à eux seuls, suffisaient à justifier une procédure disciplinaire. Mais la découverte la plus compromettante ne venait pas de lui, elle venait de Claire. En épluchant les historiques de distribution des primes trimestrielles, l'audit interne avait mis en lumière un système de favoritisme opaque dans l'attribution des récompenses. Certaines primes avaient été versées à des employés proches de Claire, sans critères objectifs. Pire encore, une partie des enveloppes initialement allouées au bonus avait disparu des tableaux officiels. Après recoupement, il fut établi qu'une somme importante, plusieurs dizaines de milliers d'euros, n'était jamais arrivée aux bénéficiaires prévus. Les preuves, croisées avec des mails internes et des témoignages d'anciens collaborateurs, formaient un faisceau si cohérent que l'administration juridique ne put que confirmer l'irrégularité manifeste. Le mardi matin, à 8h50, Claire fut convoquée dans une salle confidentielle au 4e étage. Elle entra sans rien dire, vêtue d'un manteau élégant, son sac à main posé contre sa hanche comme un bouclier inutile. Face à elle, 3 représentants de la direction, dont un conseiller juridique du groupe. L'entretien ne dura que 40 minutes. Les éléments lui furent présentés de manière factuelle. Elle tenta d'abord de nier puis de justifier. Elle parla d'erreurs de reporting, de décisions prises dans l'urgence, de défaillances de transmission. Mais chaque phrase trouvait sa contradiction dans un document. Chaque explication s'effondrait face à une ligne de tableau, une date, un nom. Lorsque la sentence tomba, elle ne cria pas, elle ne s'effondra pas. Elle baissa simplement les yeux, signa le document de licenciement immédiat pour faute grave, et se leva sans demander son reste. En quittant la pièce, elle croisa 2 employés dans le couloir. Ils baissèrent les yeux instinctivement. Elle, d'ordinaire arrogante, passa sans un mot, sans saluer personne, sans même relever la tête. Elle prit l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée, traversa le hall sans adresser un regard à Bernard et sortit du bâtiment pour la dernière fois. L'information fut connue de tous avant même la pause déjeuner. Elle ne circula pas par le biais officiel. Il n'y eut pas de communiqué interne, pas de mention sur l'intranet. Mais les mots couraient, portés par les regards, les silences, les gestes. Le bureau de Claire restait vide, sa chaise reculée, son écran éteint. Plus personne n'osait s'en approcher. C'était devenu une zone morte, une balise de ce qu'il ne fallait plus être. Le lendemain, ce fut au tour de Mathieu. Il fut convoqué dans les mêmes conditions et pour des motifs tout aussi accablants. Son licenciement fut prononcé en moins d'1 heure. Lui non plus ne fit pas de scène.
Il repartit avec ses effets personnels, escorté par un membre du service administratif, comme l'exigeait désormais la procédure de sortie. Il ne tenta pas de se justifier auprès de ses collègues. Il ne leur adressa même pas un au revoir. Il disparut, simplement. Ces 2 départs consécutifs marquèrent un tournant définitif dans la dynamique interne de l'entreprise. L'époque de l'impunité silencieuse était révolue. Les jeux de pouvoir fondés sur la moquerie, la manipulation et le mépris s'étaient effondrés sous le poids d'un contrôle rationnel, implacable. Plus aucun employé ne pouvait prétendre que les comportements déviants étaient tolérés. Et surtout, plus personne ne croyait qu'un poste élevé suffisait à vous protéger. Dans ce climat bouleversé, Élodie continua à travailler dans une discrétion mesurée. Elle n'apparaissait jamais dans les moments d'exécution brutale. Elle ne participait pas au licenciement, ne rédigeait pas les notifications, ne conduisait pas les entretiens disciplinaires. Elle agissait en amont, observait, notait, transmettait les faits et laissait les services concernés faire leur travail. C'était cette distance méthodique qui, paradoxalement, renforçait son autorité. Elle n'avait pas besoin de punir. Elle installait un système dans lequel la punition se révélait seule à travers les faits. Dans le même mouvement, elle entreprit de récompenser ceux qui avaient fait preuve de droiture. Le jeudi, elle convoqua Léo dans son bureau. Il entra, nerveux, n'ayant jamais été dans cet espace auparavant. Elle l'accueillit simplement, sans emphase. « Asseyez-vous, Léo. Vous avez été parmi les rares à faire preuve de respect, sans attendre rien en retour. Cela n'est pas passé inaperçu. À compter de lundi prochain, vous ne serez plus stagiaire. Vous serez intégré au département stratégie opérationnelle. Votre contrat sera réévalué et vos missions seront adaptées à vos capacités. » Léo resta figé un instant, ne sachant s'il devait remercier, poser des questions ou simplement accepter. Il choisit la sobriété. « Merci, madame, je ferai de mon mieux. » Elle acquiesça. « Je le sais déjà. » Cette promotion, bien qu'isolée, fut perçue comme un signal puissant. Elle redonnait du crédit à ceux qui croyaient encore en l'éthique. Elle prouvait que la méritocratie n'était plus une façade. Inès, de son côté, reçut un mail lui proposant de participer à un nouveau projet transversal. Aucun poste à la clé, mais une reconnaissance implicite. Elle n'avait pas été oubliée. Dans les étages, les conversations avaient changé de nature. On parlait de solutions, d'idées, de restructuration, de culture d'entreprise. Ceux qui, quelques jours plus tôt, se sentaient intouchables, devenaient prudents. Ceux qui restaient en retrait retrouvaient peu à peu confiance. La direction n'avait pas changé par vengeance. Elle avait changé par nécessité. Et à travers tout cela, Élodie avançait. Sans violence, sans revanche, mais avec une fermeté qu'aucun masque ne pouvait éroder. Ce qu'elle avait construit en silence était en train de se transformer en une réalité nouvelle. Et ceux qui ne comprenaient pas encore qu'ils devaient changer n'avaient désormais qu'un seul choix, partir avant d'être poussés vers la sortie. Dans les semaines qui suivirent les départs de Claire et de Mathieu, les fondations de Linière & Rochard furent profondément modifiées. Ce qui auparavant semblait gravé dans la pierre, des hiérarchies figées, des rapports de domination silencieusement acceptés, une culture d'entreprise fondée sur l'apparence plus que sur la substance, se dissout lentement sous la pression d'un nouveau modèle. Mais ce bouleversement ne se fit ni par slogans inspirants, ni par campagnes internes motivantes. Il fut mis en œuvre par des gestes concrets, des choix minutieux, une cohérence implacable. Et derrière chacun de ces gestes, l'empreinte d'Élodie. La première décision fut structurelle. Le système d'open space, autrefois rigide et centré sur la surveillance mutuelle, fut transformé. Des cloisons amovibles furent installées, permettant à chaque collaborateur de moduler son espace en fonction de ses tâches et de son besoin de concentration. Des zones collaboratives furent créées, ouvertes à tous les services, sans barrière hiérarchique. Les bureaux de direction perdirent leurs murs opaques et devinrent des espaces transparents, accessibles, traversés par la lumière naturelle. Le bureau présidentiel lui-même, symbole de l'autorité distante, fut déplacé vers un espace central, au même étage que les équipes opérationnelles. Élodie s'y installa sans cérémonial, sans plaque dorée, sans secrétaire posté à l'entrée. La seconde transformation toucha les processus. Les évaluations de performance furent révisées de fond en comble. Les indicateurs purement quantitatifs cédèrent la place à une approche hybride, intégrant la capacité de coopération, la qualité des interactions,
la clarté de la communication. Chaque employé fut convié à un entretien individuel avec un binôme RH-direction. Le but n'était pas de juger, mais de comprendre. On leur demanda ce qu'ils pensaient des anciens modes de travail, ce qu'ils attendaient désormais, ce qu'ils redoutaient. Les réponses, compilées sans filtre, permirent de dresser une cartographie humaine de l'entreprise, bien plus riche que les organigrammes. Un système de mentorat fut lancé. Léo, désormais en poste dans le service stratégie, en devint l'un des premiers membres actifs. Son rôle consistait à accompagner les nouveaux arrivants, à répondre à leurs questions sans détour, à leur faire comprendre par l'exemple qu'il était possible d'évoluer sans trahir ses principes. Il ne fut jamais présenté comme un modèle, mais comme un témoin d'une époque révolue et d'une transition possible. Inès, de son côté, participa à la création d'un groupe de travail sur la communication transversale. Elle fut chargée de proposer des dispositifs permettant de réduire l'écart entre les équipes créatives et les équipes techniques. Son écoute naturelle et son absence d'arrogance la rendaient crédible, là où d'autres n'auraient suscité que méfiance. Élodie ne se montrait pas plus qu'avant. Elle continuait à circuler dans les couloirs sans prévenir, à écouter sans interrompre, à noter sans réagir immédiatement. Mais son absence de mise en scène rendait sa présence encore plus significative. Elle apparaissait là où on ne l'attendait pas, dans une salle de pause, un espace de reprographie, un atelier improvisé. Elle posait des questions simples. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui bloque selon vous? Et elle repartait avec les réponses, jamais inutiles. Le climat général changea, lentement mais profondément. Les sarcasmes disparurent et des discussions informelles. Les rires, plus rares mais plus sincères, reprirent leur place. On n'entendait plus de phrases du type « ce n'est pas mon problème ». On entendait désormais « tu veux qu'on le fasse ensemble ?» Certains anciens employés, mal à l'aise dans cette nouvelle dynamique, choisirent de partir d'eux-mêmes. Ils disaient préférer l'ancien temps, où les règles étaient claires, comprendre, où la domination sociale était stable. Leurs départs ne furent pas remplacés dans l'urgence. Les postes furent réévalués, les équipes invitées à participer au choix des futurs candidats. Un mois après la restructuration, Élodie fit parvenir un message à toute l'entreprise. Un texte court, sans signature pompeuse ni appel à l'émotion. Elle y disait simplement que l'ambition du groupe Moreau n'était pas de transformer Linière et Rochard en un modèle idéal, mais de le ramener à un principe de base, le respect du travail et des personnes qui le réalisent. Elle précisait que la stabilité ne venait pas du contrôle, mais de la confiance, et que cette confiance ne se décrétait pas, mais se construisait chaque jour. Ce message, loin d'être un discours manifeste, fut pris au sérieux précisément parce qu'il n'en avait pas l'apparence. Il fut imprimé par plusieurs collaborateurs, affiché dans certains espaces, partagé à voix basse dans des échanges spontanés. Ce fut la première fois depuis longtemps qu'un document interne devenait une référence morale, et non un simple outil de communication. La culture du respect, autrefois moquée ou reléguée aux chartes RH jamais lues, devenait une réalité vécue. Les comportements toxiques ne disparaissaient pas tous, mais ils perdaient leur terrain. Ils ne trouvaient plus d'écho, plus d'alliés passifs, plus d'indifférence complice. Les anciens réflexes de protection des petits pouvoirs, des jeux de clans, des humiliations ritualisées s'étiolaient devant l'évidence d'un système qui ne les nourrissait plus. L'entreprise, sans avoir changé de nom, avait changé de visage. Mais plus encore, elle avait changé de posture. Elle n'était plus ce lieu fermé, obsédé par son image, méfiant envers ses propres employés. Elle devenait un espace d'exigence, oui, mais aussi de justice. L'autorité n'y était plus crainte, elle était respectée, parce qu'elle se montrait équitable. Les décisions n'étaient plus redoutées, elles étaient expliquées. Le pouvoir ne s'exerçait plus par la verticalité, mais par la légitimité. Élodie, fidèle à sa ligne, refusa toute interview, toute parution dans les médias économiques. Elle déclina les propositions de conférences sur le leadership au féminin ou sur la révolution du management humaniste. Ce n'était pas par fausse modestie. C'était par refus de détourner l'attention de ce qui comptait, les faits. Elle disait souvent que la seule validation qui compte est celle des couloirs, des pauses déjeuner, des silences redevenus paisibles. Le reste appartient aux observateurs extérieurs, pas à ceux qui vivent l'entreprise de l'intérieur. Ainsi, sans tambour ni trompette, Linière et Rochard devenaient un modèle singulier. Non pas un exemple parfait,
mais une preuve vivante que le changement ne dépend pas d'un miracle ou d'un grand discours, mais d'un regard lucide, d'un engagement ferme et d'une mémoire exacte. Une entreprise qui avait choisi de ne plus être une façade, mais une promesse tenue. Une entreprise où Élodie, chaque matin, continuait de marcher, sans escorte, saluée d'un vrai bonjour et plus jamais ignorée. Le cycle initié par l'arrivée silencieuse d'Élodie s'acheva plusieurs mois plus tard, non par une conclusion spectaculaire ou une cérémonie de clôture, mais par un fait simple, visible et mesurable. Linière N. Rochard avait changé de nature. Ce n'était plus seulement une entreprise reconnue pour son esthétique ou ses projets de prestige. C'était devenu une entité humaine, solide, ancrée dans une éthique retrouvée. Un lieu où les décisions avaient du sens, où la parole circulait avec clarté, et où l'on savait désormais que chaque posture avait une conséquence. Rien n'avait été laissé au hasard, et rien n'avait été bâclé. Le changement avait été lent, méthodique, patient. Il avait agi en profondeur, sans slogan, sans effet de style, et il portait une signature discrète mais indélébile, celle d'une femme que l'on avait ignorée, puis redoutée, et finalement respectée. Ce fut dans ce contexte transformé qu'Élodie accepta pour la première fois de sortir de son entreprise pour s'exprimer publiquement. Pas dans les médias, ni sur une scène d'influence économique, mais lors d'une conférence nationale sur la gestion responsable, organisée à Bordeaux. Un événement sobre où l'on attendait des témoignages concrets plutôt que des déclarations grandiloquentes. Elle arriva seule, sans équipe de communication, sans représentant, sans dossier de presse. Elle refusa toute mise en scène, exigea seulement un pupitre simple, un micro et un temps limité à 15 minutes. Lorsqu'elle monta sur scène, l'auditoire resta un instant dans le doute. Certains se demandaient s'il s'agissait d'une responsable administrative ou d'une intervenante de dernière minute. Elle portait une robe noire sobre, sans bijoux ni artifices. Son visage n'était pas celui des figures publiques habituelles, trop habituées aux caméras. Elle prit la parole sans pause d'effet, d'une voix calme, posée, ni douce ni dure. Une voix qui parlait sans chercher à convaincre, mais à exposer. J'ai passé plusieurs semaines dans une entreprise que je dirige aujourd'hui, sans que personne ne sache qui j'étais. J'y ai été invisible, pas par obligation, par choix. J'ai voulu voir ce que l'on ne montre jamais aux propriétaires, aux décideurs, aux invités de marque. J'ai vu la manière dont on traite ceux que l'on croit inférieurs. J'ai entendu les plaisanteries qui passent pour de l'humour. J'ai observé les regards qui évitent, les gestes qui rabaissent, les silences complices. Et ce que j'ai vu, c'est que beaucoup confondent simplicité et insignifiance. Elle marqua une pause. Personne ne bougeait. Les regards étaient fixés sur elle. Aucun téléphone ne s'agitait. Aucun murmure ne circulait. Elle reprit toujours sur le même ton. Le vrai caractère d'une organisation ne se mesure pas à ses résultats financiers, mais à la manière dont elle traite ceux qui n'ont aucun pouvoir. Pas ceux qui sont visibles, applaudis, décorés, ceux qui servent le café, ceux qui trient les documents, ceux qui nettoient après les réunions. J'ai vu qu'il y avait de la valeur sans statut, et qu'il y avait un statut sans valeur. Cette phrase, dite sans amertume, provoqua une tension palpable. Certains dans la salle baissèrent les yeux, d'autres hochèrent imperceptiblement la tête. Élodie continua sans hausser la voix. « Ce que nous avons changé dans mon entreprise, ce ne sont pas seulement des procédures ou des outils. Ce que nous avons changé, c'est la perception même du mot « collègue ». Nous avons réappris que le respect ne se distribue pas selon les titres, mais se mérite selon les actes, et que ceux qui détiennent le pouvoir doivent être les premiers à en rendre compte. Elle conclut sans emphase par une phrase qui plus tard serait reprise dans plusieurs articles spécialisés. Le véritable leadership ne se reconnaît pas à la manière dont on s'adresse à un supérieur, mais à celle dont on traite quelqu'un qui ne peut rien vous apporter. Puis elle quitta la scène sans saluer de la main, sans sourire figé. Elle retourna à sa place, au fond de la salle, comme si elle n'avait jamais été au centre. L'auditoire resta figé quelques secondes, avant que les applaudissements ne commencent. Lents, profonds, sincères. Ils montèrent non pas pour une figure publique, mais pour une vérité que beaucoup n'osaient plus formuler. Après la conférence, elle refusa les interviews, déclina les invitations à dîner, reprit le train seule. De retour à Paris, elle passa par les bureaux de Linière N. Rochard avant de rentrer chez elle. Elle traversa les couloirs rénovés, croisa des employés qu'elle salua d'un mot,
reçut des regards pleins de respect tranquille, sans crainte ni flagornerie. Elle s'arrêta un instant dans la salle de pause, observa un groupe d'employés de services différents, discuter autour d'un café, sans tension, sans hiérarchie implicite. Elle ne dit rien. Elle savait. Sur son bureau l'attendait une enveloppe, sans nom, sans signature. À l'intérieur, une feuille pliée en deux, avec quelques mots écrits à la main. Merci de nous avoir montré ce que signifie diriger avec justesse. Merci de ne pas nous avoir jugés trop vite. Merci de nous avoir laissé la chance de devenir meilleurs. Elle replia le papier, le rangea dans son tiroir sans un mot. Ce n'était pas un trophée. C'était un témoignage. Une preuve que quelque chose avait changé, non pas parce qu'elle l'avait imposé, mais parce qu'elle avait prouvé que c'était possible. Lignières & Rochard, désormais, n'était plus ce lieu où les apparences décidaient des trajectoires. C'était devenu un espace où les talents émergeaient sans besoin de dissimuler leur modestie, où les voix calmes étaient écoutées, où les actes comptaient plus que les mots. Élodie, quant à elle, n'avait jamais cherché la reconnaissance. Elle avait simplement voulu que plus jamais une femme comme elle ne soit ignorée. Et elle avait réussi, non par autorité, par constance, par lucidité, par intégrité.